selon toutes les informations qui circulent dans les grands médias du monde, l'armée israélienne, au moyen de ses chars de guerre, a foncé sur les positions de la Force internationale des Nations Unies au Liban, la FINUL, forçant un barrage. Et j'ai moi-même suivi plusieurs déclarations dans lesquelles le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, menace d'expulsion du Liban la Force internationale des Nations Unies. Et c'est quelque chose qui attire mon attention en tant qu'Africain, en tant qu'analyste politique des questions internationales. Est-ce que vous mesurez la gravité de l'acte posé par le gouvernement et par l'armée d'Israël? Une armée qui s'attaque officiellement à une armée qui est supposée représenter le droit international. Une armée qui ordonne publiquement à une force représentant le droit international, non pas sur son propre territoire à elle, mais sur le territoire d'un État étranger, lui ordonne de se retirer. Je ne sais pas comment ces deux faits peuvent passer par perte et profit dans l'opinion africaine en particulier. Je dis bien deux faits. Un, l'armée israélienne attaque militairement l'ONU. Les chars israéliens foncent sur les positions de l'ONU. Il y a quelques jours, cette armée a tiré sur les soldats de l'ONU et en a blessé. Deuxième élément, le Premier ministre israélien, muet en chef de guerre, ordonne à la force internationale de l'ONU, non pas celle qui serait placée en Israël, son pays, mais celle qui est placée au Liban, le pays des Libanais. Il ordonne à la force internationale de l'ONU de quitter le Liban. C'est un peu comme si le président du Mali ordonnait aux forces françaises qui sont stationnées au Sénégal de quitter le Sénégal. C'est comme si le président, je ne sais pas, du Nigeria, ordonnait aux forces françaises qui sont stationnées au Gabon de quitter le Gabon. Mais c'est juste incongru. Et moi, ce qui me choque en plus, c'est la mollesse, c'est la vacuité de la réaction de la soi-disant communauté internationale devant ce piétinement outrancier du droit international. Vous savez comment il s'exprime? J'ai vu les déclarations, les communiqués de toutes les principales puissances. Elles marquent simplement leur inquiétude devant les développements survenus entre l'Israël et les forces de l'ONU. Elles marquent leur inquiétude. C'est-à-dire qu'on attaque militairement l'ONU. Et ce n'est pas une attaque qui se fait de manière cachée. Ce n'est pas une attaque indirecte. Ce n'est pas une attaque déguisée, c'est une attaque frontale. Et la réaction de ce qu'on appelle abusivement la communauté internationale, c'est de marquer son inquiétude. Un État décide d'ordonner à la force internationale de quitter le pays voisin, même pas son territoire à elle. Et cela aussi laisse globalement les gens de marbre et on continue à soutenir l'État qui fait cela. Alors, d'abord, je voudrais attirer votre attention sur la gravité de ces actes-là. Mais la gravité de ces actes sera encore plus aisée à mesurer lorsqu'on va regarder comment les mêmes puissances ont réagi lorsque le Mali, lorsque le Burkina Faso et le Niger ont demandé à des forces étrangères de quitter leur sol. C'est-à-dire que le Mali n'a pas ordonné, par exemple, aux forces françaises qui étaient au Burkina Faso de partir. Le Mali n'a pas ordonné aux forces françaises qui étaient au Niger de partir. Le Mali a simplement ordonné aux forces françaises et aux forces de l'ONU, qui étaient sur son propre sol, de partir. Est-ce que vous vous souvenez de toutes les menaces qui sont tombées sur le Mali, simplement pour cette décision souveraine? Je rappelle que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, leurs armées n'ont pas tiré une seule balle contre les soldats de l'ONU. Les dirigeants de ces pays-là ont procédé de la manière la plus respectueuse possible du droit international. Ils ont officiellement notifié aux forces étrangères qui stationnaient sur leur sol leur décision de les voir partir. Mieux, les Africains sont allés jusqu'à donner et à s'entendre sur un calendrier de retrait sur leur propre sol.
les Maliens se sont entendus sur un calendrier de retrait avec toutes les forces qui occupaient leur sol et ont obtenu leur retrait. Les Burkinabés ont procédé de la même façon. Les Nigériens ont procédé de la même façon avec les forces françaises et avec les forces américaines. Toujours avec des délais scrupuleusement respectés. Et les retraits se sont faits de façon pacifique. Est-ce que vous voyez le contraste qu'il y a entre l'attitude des pays africains envers les forces internationales et l'attitude des pays occidentaux et de leur soutien? Je voudrais que vous voyez la différence d'élégance, de prestance, de dignité qu'il y a entre l'attitude des pays de l'AES envers l'ONU et l'attitude des pays occidentaux envers l'ONU. Parce qu'en fait, Israël est politiquement un pays occidental. Israël appartient à la coalition occidentale. Et Israël ne peut faire ce qu'il fait contre la finule qu'avec l'approbation tacite des autres grandes puissances de l'OTAN, et notamment des États-Unis d'Amérique. Ce comportement n'est possible que parce que les États-Unis d'Amérique cautionnent tous les débordements d'Israël. Je tenais à en parler pour qu'il soit souligné que nous, Africains, voyons que finalement, s'il y a un continent qui respecte le plus le droit international, c'est le continent africain. Parce que dans le rapport à l'ONU, notamment les Ouest-Africains sont ceux qui ont obtenu le retrait des troupes de l'ONU en toute dignité. Ni au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger, un seul soldat de l'ONU n'a été blessé. Aucun soldat de l'ONU n'a été tué par les forces armées ouest-africaines. Mais regardez la présentation qui est faite de ces pays dans les médias officiels, dans les médias occidentaux. On parle de junte du Mali, junte du Burkina, junte du Niger. On parle de régime autocratique, de régime barbare. On parle de violation brutale des droits humains. Mais étudiez les éléments de langage qui sont utilisés pour décrire ce que Israël fait par les mêmes puissances. Comment peut-on utiliser des chars de guerre contre les soldats de l'ONU et être encore un pays membre de l'ONU? Pour rappel, depuis 1967, l'ONU a pris des résolutions contre l'entreprise coloniale d'Israël en Palestine. Est-ce que vous savez combien de résolutions qui ont été appliquées? Combien de résolutions ont été appliquées? On parle de près de 200 résolutions. Est-ce que vous savez combien de résolutions ont été appliquées par l'État d'Israël depuis que l'ONU se réunit à son propos? Zéro. Aucune. Et notamment la principale, celle de 1967, qui demande à Israël de retourner dans les frontières qui étaient valables en 1966 et jusqu'avant la guerre de 1967. De retirer toutes les colonies qui ont été construites au-delà de ces frontières. Cette résolution qui est fondamentale, puisque c'est elle qui est supposée assurer la coexistence pacifique de l'État palestinien et de l'État d'Israël, elle n'a jamais été respectée. Mieux, j'espère que vous savez que M. Netanyahou, qui lui peut se rendre aux États-Unis pour parler, comme il l'a fait récemment, il y a à peine 2 ou 3 semaines, à l'Assemblée générale des Nations unies, Netanyahou a interdit au secrétaire général des Nations unies de mettre les pieds en Israël. Est-ce que vous voyez le degré d'outrecuidance qu'il y a dans ce gouvernement? Lui, il a le droit d'aller parler aux Nations unies. Quand il est allé parler aux Nations unies, plusieurs délégués de plusieurs pays sont sortis, c'était salle vide. Mais peu importe, Netanyahou a le droit d'entrer aux Nations unies et de parler. Mais celui-là même qui était, il y a à peine 2 semaines, à l'intérieur du siège des Nations unies, dont le fonctionnaire international numéro 1 est Guterres, celui-là même rentre à Tel Aviv, rentre à Jérusalem et interdit à Guterres de mettre les pieds en Israël en tant que secrétaire général de l'ONU. Et ça ne change rien au monde, le monde continue à fonctionner, la vie continue, les États-Unis notamment renouvellent leur soutien au gouvernement israélien dans ces conditions.
Alors, quelles sont les conséquences que nous, Africains, nous devons en tirer? Mais je réitère toutes les conséquences que j'ai toujours dites. Tous les pays africains qui ont sur leur sol des soldats de l'ONU doivent leur demander, sans plus tarder, de se retirer. L'ONU doit retirer ses missions militaires du sol africain. Le modèle malien doit être appliqué partout où il y a des soldats de l'ONU sur le sol africain. Puisqu'on voit très bien que ces soldats ne sont pas capables de restaurer la paix. On voit très bien que ce sont des soldats impuissants. 2 chars israéliens forcent leur position, ils ne sont même pas capables de se défendre. Ils sont supposés protéger le peuple libanais, ils ne sont pas capables de le protéger. Il faut démanteler d'art toutes les missions militaires de l'ONU sur la terre. Il faut demander aux soldats de l'ONU de rentrer chez eux. L'ONU a vécu. Donc, la mission des Nations Unies en Centrafrique, elle doit quitter le sol centrafricain. Les Centrafricaines et les Centrafricains doivent se convaincre que tant que cette mission sera sur le sol centrafricain, il n'y aura jamais un quelconque début de paix et de sécurité. C'est une mission de stabilisation de l'insécurité. La mission militaire des Nations Unies au Congo, qu'on appelle la MONUSCO, doit partir. Elle a suffisamment donné la preuve de son incapacité à restaurer la paix, à assurer la protection des populations. Il faut faire place à des alliances d'États africains déterminés à aller vers la souveraineté, la prospérité et la solidarité mutuelle. En Centrafrique, le président et son gouvernement devraient tisser, comme ils ont fait, une alliance avec des pays anti-impérialistes et anticolonialistes du monde entier et avec des puissances anti-impérialistes et anticolonialistes africaines. C'est avec eux que doivent être constituées des coalitions armées pour assurer la paix et la sécurité en Afrique. Sur le modèle de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Il y a en Afrique de l'Est, il y a en Afrique centrale des pays qui peuvent être la rampe de lancement de cette alliance, de cette coalition de lutte pour la paix, la sécurité réciproque. C'est sur elle que le Centrafrique, c'est sur elle, ces alliances-là, que la République démocratique du Congo doivent construire leur projet de sécurité. L'ONU doit quitter le sol africain. Les Africains sont les derniers marchepieds des soldats de l'ONU, qui ne servent à rien nulle part. Regardez leur vacuité, regardez leur inutilité, regardez leur impuissance au Liban. Mais c'est exactement celle-là qu'on a observée au Mali. C'est cette impuissance qu'on a observée au Libéria, qu'on a observé en Côte d'Ivoire, qu'on a observé partout, en Sierra Leone. C'est cette impuissance qu'on observe en Centrafrique. Ils ne servent strictement à rien. Et donc, il faut d'ardent que nos peuples demandent aux gouvernants de mettre fin au contrat de séjour des troupes de l'ONU sur le sol africain. Ces troupes sont en réalité le déguisement de l'occupation néocoloniale, de l'occupation impérialiste du sol africain par des puissances étrangères à l'Afrique. C'est ce qu'elles sont. Il faut donc les retirer toutes. Et le cas d'Israël montre aux Africains que, mais, si Israël peut le faire et que le monde se tait, alors qu'Israël procède violemment, mais les peuples africains, ils peuvent le faire avec discipline, à la manière du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Mobilisation populaire, décision gouvernementale alignée sur la volonté de l'écrasante majorité du peuple, mais si les gouvernants ont peur, mais qu'ils organisent des référendats, qu'ils organisent pays par pays un référendum, et qu'ils demandent à leurs citoyens s'ils veulent encore voir l'ONU militairement présente sur leur sol. Je suis certain que les référendats, comme on dirait en latin parfait, aboutiront à la récusation de la présence militaire de l'ONU sur le sol africain. Donc vraiment, la situation de l'ONU au Liban, la situation de l'ONU au Moyen-Orient, est l'occasion pour l'Afrique de s'en libérer. Il faut profiter précisément de ce moment de vérité. L'ONU ne sert à rien, du moins sur le plan militaire, il faut qu'elle dégage d'Afrique. C'est ce que je voulais dire. Parce que tout ce qu'on voit Israël faire à l'ONU nous permet de comprendre le mot de De Gaulle, présentant l'ONU comme étant un grand machin. Et moi, j'ai déjà dit que l'ONU était pétrie de contradictions. Voilà une organisation qui prétend aider à l'organisation d'élections démocratiques
dans le monde, alors qu'elle-même n'est pas démocratique. À l'ONU, est-ce que le principe du one country, one vote est un principe valable? Est-ce que ce principe est appliqué à l'ONU? Pour qu'on puisse dire que l'ONU est la gardienne de la démocratie sur la Terre, il faudrait d'abord qu'on établisse que l'ONU elle-même serait démocratique en son sein. Or, à l'ONU, il y a 5 États qui possèdent le droit de veto et près de 200 autres qui sont obligés de suivre. Donc, ce n'est pas une organisation démocratique. Pourquoi peut-on compter sur l'ONU pour avoir la démocratie respectée dans le monde? L'ONU ne peut pas instaurer un système politique qu'elle ne pratique pas elle-même. L'ONU, c'est une oligarchie des nations. Et nous devons franchement réfléchir à la création d'une organisation internationale, qui respecte les principes de la multipolarité, de la réciprocité, de la mutualité et du compromis. Le monde doit s'offrir un autre espace de relations internationales. J'appelle pour ma part à la naissance d'une organisation du monde multipolaire. Ça ne serait pas l'ONU, ça serait l'OMM. Organisation du monde multipolaire. Homme. Nous avons besoin maintenant d'aller un peu à la manière du Mali, du Burkina et du Niger dans des chemins que nous maîtrisons. Il nous faut construire l'organisation du monde multipolaire, comme le Mali, le Burkina et le Niger, devant la déconfiture de la CEDEAO, ont construit, l'Alliance des États du Sahel, devenue, depuis quelque temps, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Un proverbe ivoirien dit, si tu ne m'arranges pas, il ne faut pas me déranger. Et je le traduis volontiers dans ma langue bantou bassa du Cameroun pour dire que Ebalenho labeme tojam utengabame. Ibalenho labeme tojam utengabame. Ibalenho labeme tojam utengabame. Si tu ne me sers à rien du tout, ne me dérange pas en plus. Ce principe élémentaire de la quiétude et de la tranquillité personnelle doit être appliqué par les pays africains, les peuples africains à l'ONU. L'ONU ne nous sert à rien, il ne faut pas qu'en plus l'ONU nous dérange. Si tu ne peux pas m'arranger, il ne faut pas me déranger. Bon, voilà ce que je voulais vous dire pour le premier sujet. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.